Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce premier cours à distance de ce confinement, un cours à distance, vous le voyez, qui se déroulera sous forme de vidéo. Alors, pas de visio, puisque vous ne me verrez pas, nous ne serons pas en direct, mais un cours vidéo où vous m'entendrez et vous verrez mon écran d'ordinateur et notamment le diaporama qu'on a l'habitude de diffuser en classe, puisque mon objectif, c'est de se rapprocher le plus possible du cours que l'on aurait fait normalement en classe. Pour cela, vous allez avoir besoin donc de votre cahier, des différents documents que l'on avait traités la semaine dernière, notamment vendredi et jeudi, sur les ressources énergétiques et notamment ce phénomène de blackout total dont on avait parlé à travers une vidéo. Donc je vous demande de réouvrir votre cahier dans lequel nous avions noté grand 2 les ressources énergétiques. Je vous avais distribué un petit questionnaire. Alors selon deux parcours, vous aviez soit le parcours confirmé, soit le parcours apprenti qui était un petit peu plus guidé. Donc reprenez ce parcours-là, reprenez surtout vos documents qui comportaient tous les indices pour comprendre, puisque l'objectif c'était de comprendre ça, comment en est-on arrivé à une panne d'énergie géante. Alors évidemment, je ne peux pas deviner le futur, mais c'est un futur possible parmi d'autres. Ce n'est pas le futur évidemment que l'on souhaite. Cette catastrophe poserait beaucoup de problèmes à l'humanité. Donc l'objectif, c'est de comprendre comment l'humanité pourrait en arriver là et comment aussi elle pourrait faire pour éviter d'en arriver là. Donc pour ça, reprenez tous les documents et on va commencer par l'indice numéro 1. Dans l'indice numéro 1, vous avez représenté sous la forme de deux graphiques la répartition des différentes sources d'énergie qu'on utilise dans le monde. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique, donc l'ensemble des différentes sources d'énergie qui ont été mixées, si vous préférez. Donc vous avez deux graphiques qui correspondent à deux années différentes, l'année 1990 et une projection vers l'année 2035, ce que l'on devrait théoriquement consommer si on continue au rythme actuel. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'il y a en bas, c'est la consommation totale dans un premier temps. On s'intéressera au graphique en lui-même un peu plus tard. Si on regarde la consommation totale, en 1990, nous consommions à peu près 8769 millions de tonnes d'énergie. Alors, l'unité, c'est l'équivalent pétrole, c'est-à-dire que même si on consommait du gaz et du charbon, on a ramené sous une même unité. Voilà ce que ça représente, si vous voulez, ça représente 8769 millions de tonnes. Peu importe le chiffre, ce qui est intéressant, c'est surtout de le comparer à ce qu'on nous prévoit pour 2035. Si vous regardez, on nous prévoit 17 387 millions de tonnes, c'est-à-dire le double. Donc pareil, le chiffre, on s'en fiche un petit peu, mais c'est surtout de comprendre qu'on va doubler notre consommation d'énergie. Alors est-ce que c'est nouveau? Est-ce que depuis les années 90, on s'est mis à consommer énormément d'énergie? Ben non, c'est pas complètement nouveau. Je vous donne un document supplémentaire que vous n'aviez pas, un autre graphique en courbe cette fois, qui vous présente la consommation d'énergie, l'évolution depuis 1900, depuis le début du XXe siècle. Et si vous regardez, on s'est mis à consommer de plus en plus d'énergie depuis le début du XXe siècle et surtout depuis les années 60. Alors comment expliquer ça? Eh bien, il faut aller chercher ça dans deux facteurs, deux explications principales. La première, c'est évidemment l'évolution de la population mondiale. La population augmente constamment depuis le XXe siècle, mais surtout depuis les années 50-60. Et vous voyez qu'on nous prévoit une augmentation continuelle jusqu'à un tassement jusqu'en 2100, où on nous annonce à peu près 11 milliards d'habitants. Donc vous voyez que la croissance de la population peut expliquer ça. Plus il y a d'hommes, plus on consomme. C'est mathématique. Autre explication à cela, c'est aussi notre façon de vivre, nos modes de vie. On a des modes de vie très énergivores, c'est-à-dire dévoreurs d'énergie, mangeurs d'énergie. Et notamment, une activité qui mange beaucoup d'énergie, ce sont les transports. Vous le voyez ici sur cette photo, les transports, que ce soit l'automobile, les camions, les avions, les bateaux qu'on ne voit pas sur cette photo, tous ces moyens de transport qu'on utilise de plus en plus, et parfois pour même des petits déplacements, sont des dévoreurs d'énergie. Vous avez aussi d'autres activités, tout simplement. On a dans le fond des immeubles ici. Dans ces immeubles, il faut s'imaginer que
le jour, les jours d'été, on va consommer beaucoup d'énergie, notamment pour les climatiser. On va consommer la journée aussi de l'électricité pour tous les outils informatiques, les appareils électriques ou l'éclairage. Et puis en hiver, on consommera également pour le chauffage. Et je ne parle même pas de toutes les activités industrielles ou agricoles qui consomment également beaucoup d'énergie. Donc les deux premières explications à cela, à notre consommation qui continue d'augmenter, c'est bien sûr l'évolution de la population, toujours plus d'hommes, toujours plus de consommation, et puis un mode de vie qui fait qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup plus qu'avant. Dites-vous bien qu'avant les années 50, on voyageait déjà beaucoup moins, il y avait peu ou pas d'avions, donc on consommait déjà pas ce carburant-là, par exemple, ce pétrole-là. Même chose pour la climatisation, ça n'existait pas il y a encore quelques dizaines d'années, ça aussi, c'est une évolution dans les consommations, dans les habitudes, dans les modes de vie, qui fait qu'on consomme beaucoup plus. Donc en dessous de ce que vous avez collé, des feuilles, on va commencer à noter le je retiens. Donc vous allez noter la consommation d'énergie, c'est ce qu'on constate à partir du premier indice, est en constante augmentation dans le monde. Cela peut s'expliquer donc, on l'a vu, par la croissance démographique, l'augmentation de la population, également par nos modes de vie très énergivores, à travers les transports, à travers l'éclairage, le chauffage, l'industrie, la climatisation, et j'en oublie encore. Alors l'avantage de ce cours en vidéo, c'est que si je vais trop vite, vous pouvez faire pause dans la vidéo et prendre le temps tranquillement de recopier le je retiens. Je passe à la suite. Autre indice qui peut nous mener à une explication sur une panne d'énergie à la fin du XXIe siècle. En observant cette carte, on constate qu'il y a des régions du monde qui sont de gros consommateurs d'énergie. Actuellement, ou plutôt en 2014, donc très récemment, les plus gros consommateurs d'énergie étaient les Américains, les Européens et les Chinois. C'est un premier constat. Mais l'autre constat intéressant de cette carte, c'est de nous présenter l'évolution d'ici à 2040. Donc qu'est-ce qui risque de se passer au milieu du XXIe siècle? Alors si l'Union européenne et les États-Unis notamment vont baisser un petit peu, d'autres régions du monde vont exploser leur consommation d'énergie. C'est le cas de l'Afrique, c'est le cas du Moyen-Orient, de la Chine, qui est déjà très importante, et surtout de l'Inde. Donc on se rend compte en fait que les pays qui vont consommer de plus en plus, ce ne sont plus les pays développés, ce sont les pays émergents, comme l'Inde ou le Moyen-Orient, ou les pays en développement. Bien évidemment, pour rattraper leur retard de développement, ça passe par de fortes consommations d'énergie pour se développer. Donc ça aussi, c'est un point qui peut inquiéter, dans le sens où on consomme déjà beaucoup d'énergie. Les principaux consommateurs vont peu baisser, voire pas baisser pour la Chine, et d'autres vont globalement augmenter. Donc si on fait le calcul global, on se rend compte, on revient à notre constat de départ dans l'indice 1, que la consommation va donc beaucoup augmenter dans le monde, au niveau général. Donc ça, on peut le noter. À la suite, dans le je retiens, les plus gros consommateurs d'énergie sont la Chine, l'Union européenne et les États-Unis, aujourd'hui bien évidemment, mais à l'avenir, les pays émergents comme l'Inde ou les pays en développement comme les pays africains seront également de gros consommateurs. Alors au-delà de cette augmentation de la consommation d'énergie, le problème c'est aussi le type d'énergie que l'on consomme. Pourquoi c'est un problème? Je vais vous montrer tout de suite l'indice numéro 1 qui nous représente donc la répartition des sources d'énergie qu'on utilise, le mix énergétique. Et on se rend compte que ce soit en 1990 ou ce qu'on nous prévoit en 2035, les énergies dominantes restent le charbon, le pétrole et le gaz. Ça veut dire qu'il y a certaines énergies qu'on appelle des énergies renouvelables qui passent au second plan. Et ces énergies renouvelables se développent très peu, à un rythme très lent. C'est ce qu'on nous dit dans le document 8, l'indice numéro 8. On nous dit que le renouvelable
stagne depuis les années 90, effectivement. On reste un peu bloqué autour de 17% sur le total des énergies consommées, donc c'est très peu. Ça s'explique surtout parce qu'il y a des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Asie du Sud-Ouest qui utilisent beaucoup de charbon comme source principale, et donc forcément on délaisse un petit peu d'autres sources d'énergie comme le renouvelable. Alors pourquoi c'est un problème? Eh bien parce que ces sources d'énergie utilisées principalement, le charbon, le pétrole et le gaz, sont ce qu'on appelle des énergies fossiles. Je reviendrai dessus sur le détail de chacune de toutes les énergies, qu'elles soient fossiles ou renouvelables, vendredi. Vous l'avez peut-être déjà vu un petit peu en physique-chimie, mais j'y reviendrai. Mais le problème principal de ces énergies fossiles, c'est leur quantité de ressources. Elles ont une quantité de ressources limitée. Et si, vous voyez à travers cette image-là, si on continue de consommer au rythme actuel, il ne nous reste plus que 41 ans de réserve de pétrole, 62 ans de gaz et seulement 64 ans d'uranium. C'est-à-dire qu'à la fin du siècle, il ne nous restera plus que du charbon comme énergie fossile. Donc il faut penser à un autre type d'énergie, parce que sinon, en misant tout sur les énergies fossiles, le blackout est quasiment assuré. Donc voilà une des explications d'un éventuel blackout, c'est la trop forte consommation d'énergie fossile qui ont des ressources limitées. Non seulement ces ressources sont limitées, et à travers cette carte-là, vous voyez que ces ressources en plus sont inégalement réparties. Vous voyez qu'en Europe, on en a très peu, en Océanie et en Asie également, elles sont majoritairement concentrées au Moyen-Orient. Vous connaissez tous ces pays qui se sont très vite enrichis grâce au pétrole et au gaz, notamment le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Iran. Tous ces pays-là se sont grandement enrichis grâce à ces ressources, ces réserves d'hydrocarbures. On appelle hydrocarbures le pétrole et le gaz, puisque c'est un mélange d'hydrogène et de carbone. Il y en a un petit peu en Russie, mais sinon, globalement, la répartition est très, très inégale. Donc, à la suite, dans le je retiens, autre problème qui pourrait mener à la catastrophe à la fin du siècle, c'est que l'on consomme principalement des énergies fossiles. J'aimerais que vous mettiez ce mot en rouge, on le définira, je le disais vendredi. Le gaz, le pétrole, le charbon, c'est à peu près 80% de l'énergie consommée actuellement et même dans les 10-15 prochaines années. Donc le problème de ces énergies, c'est que leurs réserves sont très inégalement réparties et seront vite épuisées dans quelques dizaines d'années. Vous voyez qu'à la fin du siècle, on ne devrait plus en avoir. Alors, après ce constat qui est un petit peu alarmant quand on voit tout ça, heureusement, et comme on l'avait fait pour l'eau, on va essayer de trouver des solutions. Car il en existe. Il en existe. Ces solutions, c'est d'abord un gaspillage qu'on peut tous éviter. Alors vous connaissez peut-être tous les conseils que vous donnent vos parents, éteignez la lumière, ne laissez pas allumer les pièces, évidemment. Mais regardez ce qui se passe dans les rues des grandes villes françaises. Nous sommes de nuit, il n'y a pas un seul client dans la rue, évidemment là vous avez une bijouterie, et pourtant la bijouterie est allumée. Elle le restera toute la nuit. Donc on a bien affaire à un gaspillage d'énergie. C'est comme ça dans toutes les rues commerçantes de toutes les grandes villes du monde. On continue également à allumer les monuments. Alors on peut se dire que c'est beau, etc. Mais est-ce une énergie essentielle pour notre quotidien? On peut se poser la question. Ce gaspillage également, on peut l'éviter dans tous les appareils électriques. Vous voyez au collège, parfois certains appareils restent en veille, et bien les veilles, ce sont des consommateurs d'énergie. Donc il faut qu'on se sensibilise tous à ce gaspillage et qu'on évite tous ensemble, encore une fois, par des petits gestes du quotidien, ce gaspillage. Et puis, vous avez également d'autres sources de gaspillage d'énergie, ce sont les isolations des bâtiments. Qu'est-ce que c'est que l'isolation des bâtiments? Je vous prends un exemple. Au collège, il suffit de passer la main proche des murs extérieurs du collège, quand vous êtes à l'intérieur de la salle, vous mettez votre main près de la fenêtre et vous sentez du froid, notamment en hiver.
Ce froid-là, il vient de l'extérieur. Ça veut dire que le bâtiment du collège est mal isolé, c'est-à-dire qu'il laisse passer de l'air froid. Pour contrer cet air froid, que fait-on pour ne pas grelotter en salle de classe? Eh bien, on met du chauffage. Sauf que si on avait mieux isolé notre bâtiment, eh bien, on n'aurait pas à consommer du chauffage, on n'aurait pas à consommer d'électricité et donc à consommer de l'énergie. Donc là aussi, dans tout ce qui est isolation, les États commencent à se mobiliser pour isoler tous les bâtiments publics comme les bâtiments des particuliers, à favoriser l'isolation pour éviter un gâchis, un gaspillage d'énergie. Alors évidemment, l'autre solution, l'une des solutions principales et évidentes, c'est la consommation d'énergie renouvelable, puisqu'on a vu que les énergies fossiles sont en quantité limitée. Les énergies renouvelables sont une solution, en utilisant donc des forces, des énergies illimitées de la nature. C'est le cas de l'eau, c'est le cas du vent ou du soleil. On reviendra dessus vendredi. Donc dernière chose que l'on va noter dans notre Je retiens, ce sont les solutions pour éviter la grave pénurie d'énergie dans le futur. Donc, utiliser davantage les énergies renouvelables. Et enfin, éviter les gaspillages d'énergie, donc les magasins éclairés la nuit, les ordinateurs qu'on laisse en veille. C'est le cas aussi, et on n'y pense pas, les déplacements en voiture pour des petits trajets. Est-ce vraiment nécessaire? N'a-t-on pas d'autres solutions quand il s'agit d'aller chercher son pain à la boulangerie pour faire 100 ou 200 mètres, de prendre sa voiture, de se garer, de redémarrer la voiture, de rentrer chez soi? Est-ce qu'on ne peut pas prendre le vélo ou tout simplement y aller à pied, donc pour les petits trajets du quotidien, ou privilégier les transports en commun? Donc oui, tout ce comportement-là qui est à changer peut nous permettre d'éviter les graves pénuries, le grave manque d'énergie qu'on pourrait connaître dans le futur. Alors heureusement, les consciences évoluent. Vous, comme moi, on est sensibilisé au quotidien par ce que l'on voit à la télé, par les communications de l'État, mais également par les programmes scolaires. C'est pour ça qu'on vous parle de tout ce qui concerne les gaspillages d'eau, mais également d'énergie. Voilà, on en a fini pour ce premier cours consacré aux ressources énergétiques. On terminera cette deuxième partie sur les ressources énergétiques vendredi. Je vous ferai une petite vidéo où on évoquera les différentes sources d'énergie fossile et différentes sources d'énergie renouvelable, leurs avantages et leurs inconvénients. Je vous souhaite une bonne journée. À vendredi.